Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra, Bonjour Emmanuel. notre bibliothécaire du jour. Quand arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps? 1789. Ouais, Parce que c'est à la Révolution française, figurez-vous, que se fixent les bases de la fiscalité patrimoniale moderne, d'accord. la nôtre en fait. Pour résoudre la crise des finances du royaume, on ne tape plus cette fois sur le tiers-état, c'est la Révolution française, mais plutôt sur les tenants d'un patrimoine, donc, et on crée des ressources fiscales pérennes. Donc les ancêtres de l'impôt et de la taxe foncière, celle qu'on est en train de payer en ce moment. Et ça reflète une certaine conception de l'égalité entre contribuables, puisque c'est le choix, et c'est important, d'une fiscalité réelle et indicée. Alors, c'est le point de départ du livre que vous avez choisi, hein, Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours, de Bastien Lignereux. Alors, un mot sur l'auteur, rapide? Il vient du Conseil d'État, Bastien Lignereux, où Ouais. il est maître des requêtes. Il a dirigé le bureau en charge de la fiscalité du patrimoine à Bercy. D'accord. Il est aujourd'hui en charge des questions fiscales auprès de la représentation permanente de la France à l'Union. Et donc, toute la philosophie de notre imposition sur le patrimoine viendrait des compagnons de Turgot et d'Alembert. C'est ça, les physiocrates chers à Jean-Marc Daniel que vous voyez Absolument. chaque semaine ici. Ils expriment d'abord un rejet des impôts indirects sur la consommation qui dominait sous l'Ancien Régime. D'accord. Et une adhésion en fait au fait de taxer les propriétaires terriens, je vous l'ai dit tout à l'heure. La terre, source ultime de richesse, seule à laisser un produit net, donc une capacité contributive. Et cette idée inspire les deux grands impôts hérités de la Révolution. La contribution foncière, c'est 62% des recettes fiscales en 1791. Comme ça, d'accord. Et les droits de succession. Et l'idée de base, c'est de taxer beaucoup plus les revenus du capital et d'épargner au maximum ceux issus du travail. Alors, comme c'est un livre qui retrace l'histoire de 1789 à nos jours, quelles sont les grandes évolutions qu'on peut noter? Alors, c'est un parcours de 2 siècles et demi. On voit une tendance de long terme, d'abord, à l'élévation progressive des taux. Ouais. Et à la multiplication des régimes dérogatoires. Eh oui, l'un ne va pas sans l'autre en général. Et un reflux des philosophies en fait en termes d'imposition du patrimoine en fonction des différents partis au pouvoir. Bon, ça, c'est assez classique. Il n'en reste pas moins que le tout est basé sur un diptyque détonnant, un niveau d'imposition facialement élevé, en particulier sur les hauts patrimoines, jusqu'à 45%. Contrebalancé par des possibilités d'optimisation de plus en plus sophistiquées et importantes. C'est donc une progressivité de l'impôt en trompe-l'œil, comme dit l'auteur. De réforme en contre-réforme, le taux effectif d'imposition des transmissions, par exemple, en ligne directe, avoisine les 2 ou 3%. Depuis 2017 et la création de l'IFI, Ouais. donc vous suivez, qui vient recentrer l'ISF sur les actifs immobiliers. On assiste même à un retour de la physiocratie, dont on parlait tout à l'heure. L'IFI semble inspiré par les idées physiocratiques du XVIIe. En effet, à la différence de la contribution financière de 1790, La c'est un contribution impôt... foncière, Pardon. pas financière. La Je suis, contribution- vous voyez. Vous suivez, c'est extraordinaire. La contribution foncière de 1790, c'est un impôt personnel et non réel, Ouais. car les caractéristiques de l'ISF sont maintenues dans l'IFI. C'est tout le génie français. L'impôt est toujours progressif, calculé au niveau de l'ensemble du patrimoine immobilier et non bien par bien. Et le plafonnement est à 75% est maintenu. Et voilà pour ce tour d'horizon de la fiscalité sur notre patrimoine depuis 1789. Merci Alexandra Paget.